Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un webinaire Soria dont le thème aujourd'hui va être l'équilibre acido-basique. Alors, c'est vrai que souvent dans ces webinaires, quand on choisit les thèmes avec Françoise, on pense à des pathologies, à des symptômes, et on essaie de chercher effectivement, voilà, comment est-ce qu'on peut en parler, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Et là, en fait, comme l'année scolaire, entre guillemets, avait recommencé en septembre, puisque j'enseigne à l'Université populaire, encore toujours à Strasbourg, par l'intermédiaire des visios Zoom, euh, on fait bien sûr l'équilibre acido-basique, c'est un des premiers thèmes de l'année. Et j'ai dit à François, j'ai dit finalement, on s'intéresse toujours aux symptômes, aux pathologies en essayant de trouver une solution, mais pourquoi ne pas parler une fois de la base, d'aller chercher la cause, d'aller chercher l'origine de ces symptômes et de ces pathologies. Parce qu'effectivement, on va les aider, les soulager, mais beaucoup de nos symptômes, de nos pathologies, et j'ai presque envie de dire la majorité, proviennent d'un déséquilibre au départ de ce fameux équilibre acido-basique. Et c'est quelque chose qui est vraiment tellement important, et j'ai envie de dire sans jeu de mots, qui est tellement basique, que ça me semblait évident d'en parler aujourd'hui. Alors, c'est toujours pareil, 1 heure, c'est trop court. On va demander à Françoise de rallonger les webinaires. Laisse-moi 3 heures que je puisse m'étaler sur mon sujet. Non, Ça risque d'être plaisanterie. long quand même pour tous ceux qui regardent en replay. Donc, on va se contenter d'1 heure et des questions. Bien sûr, je plaisantais un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement important qu'on a envie d'aller au fond des choses d'expliquer pour que vraiment, une fois que ça c'est compris, mais vous avez la clé en main pour la santé. Et donc, c'est très important. Alors voilà, on y va, c'est parti pour 1 heure avec une petite introduction de l'importance du terrain en naturopathie. Alors, je rappelle que nous sommes faits à 70%, 60% selon les auteurs, hein, grosso modo, puis ça dépend de l'âge. Le nourrisson est fait à 80% d'eau. Avec l'âge, la personne âgée, on arrive peut-être à 50% du poids corporel, hein. Il y a voilà, une déshydratation qui se fait. Donc, nous sommes à 70% d'eau environ. Et cette eau, nous l'avons à la fois dans les liquides de notre corps, mais également dans le milieu extracellulaire. Hein, donc, on a le compartiment intracellulaire, le compartiment extracellulaire avec des liquides du corps et cette espèce d'eau interstitielle que l'on considère, selon le professeur Marc-Henri, comme la quatrième forme physique de l'eau. Hein. On a le liquide, on a le solide, on a le gazeux et on a une quatrième forme qui serait cette eau interstitielle. Parce qu'évidemment, quand on secoue, ça ne fait pas glouglou. Hein. Voilà, on n'est pas un aquarium, ça ne fait pas glouglou, mais on a beaucoup d'eau en nous. Alors, pourquoi et c'est donc ce qui va définir notre milieu intérieur et qui va être vraiment important pour le bien-être et la santé de notre organisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos cellules, à quelque endroit du corps qu'elles soient, ont besoin d'être nourries et d'être provisionnées en oxygène. Et c'est ce milieu interstitiel qui va leur apporter ce dont elles ont besoin. Et c'est également par cet intermédiaire-là qu'elles vont se débarrasser de leurs déchets, des déchets qu'elles produisent, et du gaz carbonique qu'elles produisent également. D'où l'importance de ces liquides qui sont à la fois le milieu nourricier, les voies de transport et d'évacuation des déchets de nos cellules. Alors, ce milieu peut se modifier, soit en se carençant, et à ce moment-là, il manque à la cellule ce qu'il lui faut, ce dont elle a besoin afin de fonctionner correctement, soit en se surchargeant de molécules qui ne devraient pas s'y trouver, ou du moins pas dans de telles quantités. Et c'est ce qui va déterminer la notion de terrain en naturopathie. Le terrain,
idéal qui va correspondre à la santé et qui va être déséquilibré par différents facteurs. Et c'est ce terrain qui va entraîner le déséquilibre de ce terrain qui va entraîner des troubles, des maladies, des pathologies. Le terrain est donc la composante de plusieurs facteurs. C'est donc l'état d'un individu à un moment précis qui est défini par son équilibre. Son équilibre physique, bien sûr, mais aussi psychologique, mental et spirituel. Et en traitant ce terrain, eh bien, on va éliminer la cause des pathologies et on évite le risque de récidive ou le risque de transfert morbide ou les risques d'aggravation, comme cela peut être si l'on ne fait que soulager les symptômes. On va donc respecter ce que disait Hippocrate à ses élèves, chercher la cause de la cause, hein, toujours aller à la racine du mal, rechercher la cause. Les conseils seront donc adaptés au terrain de chacun pour aider le corps à trouver ou retrouver ses possibilités d'auto-guérison. Et nous allons donc parler aujourd'hui du terrain acide. Je voulais en parler, bien parce qu'Hippocrate disait déjà, certainement l'acide est-il le plus nuisible de tous les états des humeurs. Et le docteur Catherine Kousmine, alors Catherine Kousmine qui a beaucoup travaillé sur la micronutrition, disait, je vous lis ce qu'elle écrivait, dans notre mode de vie actuel, où nous sommes trop sédentaires, mal oxygénés, nourris d'aliments très appauvris en catalyseurs divers, il est courant de voir des troubles de santé dus à une accumulation d'acide. Voilà, donc effectivement, le terrain acide est quelque chose qui déjà, il y a longtemps, intriguait ou questionnait les thérapeutes. La présence d'acide dans notre organisme est normale, puisque le corps, de par son mode de fonctionnement, reçoit et produit des acides. Mais ce sont là des quantités réduites que le corps est capable de neutraliser et d'éliminer. Mais c'est quand ces quantités sont pathologiques quand ces quantités sont dépassées, que cela devient pathologique. Alors, quelle est l'origine du terrain acide ? Quelle est l'origine du terrain acide ? Eh bien, au niveau 1, on a l'alimentation. Ce sont les acides. Alors, je dis niveau 1, pourquoi ? C'est pas par ordre d'importance, c'est par ordre d'étage dans le corps. C'est-à-dire que le niveau 1, c'est là, c'est ce qu'on apporte. Le niveau 2, c'est comment ça travaille au niveau du système digestif de notre corps. Et le niveau 3, ce sera l'élimination. Hein. Donc, c'est les 3 stades de la digestion. Donc, on peut avoir une accumulation trop importante d'acides dans notre corps. Et ce, donc, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les acides que l'on apporte par l'alimentation. Et ça, on va y revenir en détail un petit peu plus tard. Le niveau 2, c'est donc au niveau du métabolisme. Ce sont les carences et les surcharges qui peuvent se produire dans notre corps et qui vont donc soit encrasser le milieu interstitiel, soit du fait de carences, empêcher les réactions en chaîne de notre métabolisme. Vous savez que dans notre corps, nous avons en permanence des réactions enzymatiques qui se font. Et pour que ces réactions se fassent, elles se font en cascade. Pour qu'elles se fassent correctement, c'est donc des enzymes qui vont permettre ces réactions-là. Et les enzymes, pour travailler correctement, ont besoin de cofacteurs. Et les fameux cofacteurs, ce sont les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Et si par carence de cette micronutrition, les réactions en chaîne ne peuvent pas se faire, elles peuvent être arrêtées à un stade intermédiaire où l'on va produire ce que l'on appelle des métabolites intermédiaires toxiques, des MIT, MIT, hein, les métabolites intermédiaires toxiques, qui vont donc surcharger notre organisme et qui peuvent être des acides qui vont donc provoquer une quantité d'acide trop importante dans notre organisme. C'est donc le résultat de mauvaises transformations biochimiques dues à des carences en micronutrition. Cela peut être également dû à une faiblesse au niveau des glandes digestives. Notre corps a différents pH
qu'il doit respecter. On a des sécrétions qui travaillent en milieu acide, des sécrétions qui travaillent en milieu basique, et il faut absolument que ce soit respecté par l'intermédiaire d'une bonne sécrétion des glandes digestives. Alors, une faiblesse de ces glandes digestives va aussi impacter les réactions métaboliques qui se font dans notre corps. Et au niveau 3, on a l'élimination défectueuse de ces acides par les émonctoires. Alors, je rappelle qu'au niveau des toxines acides, on a comme émonctoire principal les reins qui vont éliminer les acides forts, dits forts. On a également la peau qui va éliminer par l'intermédiaire des glandes sudoripares et les poumons qui vont éliminer ce qu'on appelle les acides volatiles ou acides faibles. Les autres facteurs d'acidification de l'organisme, donc ce n'est pas lié donc à ce que l'on vient de voir, les autres facteurs d'acidification du corps, on a le stress. Le stress est un gros facteur d'acidification du corps. On a l'activité pensante, et c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train de s'acidifier, en tout cas moi du moins, puisque je suis en train de me concentrer un petit peu, bien que je sois perturbée par ce diaporama qui n'a pas été enregistré correctement. Alors, j'ai bien vu que quand je l'ai enregistré au dernier moment, j'avais un petit peu des soucis de connexion Internet, mais je pensais que ça s'était fait correctement. Bon, bref, on va essayer de se débrouiller comme ça quand même. Donc, le stress et l'activité pensante qui vont cristalliser l'acide urique, la fatigue, le manque de sommeil ont également un rôle acidifiant au niveau de l'organisme. De même, l'excès d'exercice physique. Alors, on verra qu'après, l'exercice physique est bon pour basifier l'organisme, mais pas en excès. L'excès d'acide physique n'est pas bon. Et de même que le chlore de la piscine, le chlore est un minéral acidifiant, donc le chlore de la piscine, pour les personnes qui, c'est pas parce que vous allez une fois à la piscine de temps en temps, mais les personnes qui vont très très régulièrement et surtout dans des piscines donc encore chlorées et en milieu fermé, respirent beaucoup le chlore qui est très volatile. J'ai envie de dire aussi, ça me vient maintenant, le chlore de notre eau de boisson. Si vous buvez l'eau du robinet, donc petite précision, laissez toujours votre eau de robinet à l'air libre pendant quelques heures pour que le chlore s'évapore. Donc la sous-oxygénation est également un facteur d'acidification de l'organisme, puisque l'oxygène est nécessaire aux transformations biochimiques et doit être disponible au niveau des cellules. Quelles sont les causes de cette acidose? Voilà un résumé aussi des causes de cette acidose. On le voit, on retrouve ce qu'on a dit à propos de l'alimentation, on retrouve ce qu'on a dit au niveau des problèmes de digestion, de la sous-activité des émonctoires, également le stress, le manque de sommeil, la colère aussi, les émotions nocives peuvent être à l'origine d'une acidose. Voilà encore une fois ce qu'entraîne l'acidose. On va voir maintenant quels sont les symptômes et les pathologies liées à cette acidose. Alors en général, l'acidification de l'organisme provoque une inflammation persistante et entraîne un vieillissement prématuré. Les effets délétères surviennent à long terme, ça peut mettre des années, voire des décennies. Il faut quelquefois des années, voire des décennies de déséquilibre pour que l'acidose se manifeste. Alors, quels sont les signes de cette acidose? Eh bien, comme vous le voyez, cela touche tous les niveaux de l'organisme. Les signes d'appel d'une acidose métabolique latente peuvent être une fatigue le matin, une fatigue postprandiale, une nuit agitée, une langue chargée, une mauvaise haleine,
une hypersudation des extrémités ou des mains moites et froides, des infections ORL à répétition. On dit souvent que les maladies en IT sont des conséquences de l'acidose. Donc, rhinite, pharyngite, sinusite, otite, bronchite, toutes ces maladies sont des maladies d'acidose. Et puis évidemment, à d'autres niveaux du corps, les cystites, la cellulite, bref, toutes ces maladies en IT sont des maladies d'acidose. On peut avoir des douleurs musculaires diffuses, des perturbations de la flore intestinale par une diminution de l'activité enzymatique qui va produire des douleurs, des flatulences, des troubles du transit, etc. Et on passe également à des signes de troubles fonctionnels favorisés par cette acidose. On a la spasmophilie, la fibromyalgie, l'altération des réponses hormonales avec l'insulinorésistance, entre autres. Au niveau musculaire, des fragilités musculo-ligamentaires, des tendinites à répétition, de la fonte musculaire. Au niveau osseux, des pertes osseuses, des minéralisations, fuite minérale et des décalcifications qui peut arriver jusqu'à l'ostéoporose. Au niveau cardiovasculaire, on peut avoir des palpitations, de l'hypertension, de l'artériosclérose, un ralentissement du métabolisme général avec prise de poids, une hypersensibilité au stress. Bref, vous voyez que cela va toucher tout notre organisme. Voilà encore une fois, au niveau des différents systèmes, les risques de pathologie entraînés par un terrain acide. L'acidose induite par l'alimentation, encore une fois, tout ce qu'on vous disait, la déminéralisation, l'hypertension, des problèmes au niveau des reins, des pertes de masse musculaire, la résistance à l'insuline, etc. Comment mesurer le terrain en acidose? Comment savoir si on est en acidose? Alors, petit rappel sur le pH, puisqu'on va mesurer le pH, c'est un potentiel hydrogène. Vous savez qu'il se mesure de 0 à 14, basique de 7 à 14, acide de 7 à 0. Ce qu'il faut retenir, que c'est de 7 à 6. Quand vous êtes à 6, vous êtes 10 fois plus acide, mais quand vous êtes à 5, vous êtes 100 fois plus acide. C'est une échelle logarithmique. Donc, c'est important de s'en souvenir. Alors, en naturopathie, on considère que la mesure du pH urinaire est ce qui représente le mieux l'état des tissus, notamment leur excès d'acidité dans le cas de l'acidose. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps va lutter en permanence pour garder son homéostasie. Par exemple, le pH sanguin, lui, ne va pas varier. Il est compris grosso modo entre 7,35 et 7,45 et le corps met tout en œuvre pour garder cet intervalle de pH. Tout passage d'acide dans la circulation sanguine va demander au corps une réponse. Et c'est là que des systèmes tampons vont se mettre en place, c'est-à-dire que puisqu'il y a des acides qui circulent dans le sang, il va y avoir des bases qui vont être amenées pour neutraliser ces acides et pour les éliminer. Or, il se trouve que nous n'avons pas, quelque part dans notre corps, une petite pochette avec marqué « réserve de base minérale en cas d'acidose ». Donc, le corps va utiliser le premier système tampon du corps qui est le phosphate de calcium des os. Le phosphate de calcium des os va se solubiliser afin de tamponner les acides dans le sang. Si la réserve osseuse est pillée par l'utilisation de ce système tampon, on comprend que cela va entraîner la déminéralisation et à long terme les risques d'ostéoporose. Et ça, c'est important à comprendre parce que vous verrez par la suite pour les conseils alimentaires comment est-ce qu'on gère ça. Donc, ça se mesure avec des petites bandelettes en pratique. On a ces petites bandelettes de papier que l'on va tremper dans l'urine, la deuxième urine du matin, qui est considérée comme la plus neutre. Alors, je mets des guillemets, bien sûr. La première urine est très chargée en toxines, puisque c'est l'urine d'élimination du matin. Mais la deuxième urine, le petit pipi qu'on va faire avant de partir au travail, avant de quitter la maison, est la plus neutre, puisqu'on aura déjà éliminé beaucoup de toxines lors de la première urine. On n'aura pas encore digéré le petit déjeuner. Donc, normalement, c'est la plus représentative de notre milieu tissulaire.
Normalement, il n'y a pas encore trop de stress non plus qui peut influer. Donc, disons que c'est la plus intéressante. Alors, certains naturopathes conseillent de prendre son urine plusieurs fois dans la journée. Elle est très fluctuante dans la journée. C'est contraignant. En général, moi, j'estime que si on prend sur une dizaine de jours l'urine du matin, la deuxième urine du matin, on a déjà une bonne notion. Il faut savoir qu'il ne faut pas prendre ces résultats au pied de la lettre, au pied du chiffre plus exactement. Ce sont des indications. Ce sont des indications générales. Ce sont des indications générales de votre état. Ce n'est pas parce que vous êtes une fois à 6,2 et le reste du temps à 7 que, oulala, il faut… voilà. Normalement, on devrait être… L'idéal, c'est d'être dans les tons gris-bleu. Donc, 6, 8, 7, 7, 4, c'est top. Voilà, c'est de se trouver dans ces tons-là. Si vous êtes en dessous, c'est que vous êtes en acidose. Si c'est récurrent, bah, c'est que vous êtes effectivement en acidose, surtout si vous avez des signes pathologiques ou symptomatologiques qui ont été évoqués avant. Et à ce moment-là, il faut agir. Et pour agir, il faut corriger son terrain. Alors, comment est-ce qu'on va corriger le terrain acide? Eh bien, on va agir selon le trépied de la naturopathie, l'alimentation, la gestion des émotions, le mouvement, la respiration. Pour l'alimentation, il faut gérer l'apport d'acide. Alors, les aliments ont été classés en différentes catégories par le docteur Remer, qui est à l'origine de ce tableau PRAL, qui est un médecin allemand spécialiste de l'équilibre acido-basique à Dortmund, en Allemagne, et qui nous a fait des tableaux. Alors, il en existe plusieurs, hein, vous trouverez ça sur Internet très facilement. Il en existe plusieurs où vous trouvez des variations. Alors, ça reste un tableau qui classe les aliments en fonction des minéraux acides et basiques apportés pour 100 grammes d'aliments. Alors, PRAL, ça veut dire Potential Renal Acid Load, c'est la capacité de l'aliment à libérer des acides. Alors, les minéraux acidifiants, on retrouve le chlore, le soufre, le phosphore essentiellement. Les minéraux basifiants, on va trouver le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium. Alors, en négatif, vous avez les aliments qui vont basifier ou alcaliniser, c'est la même chose, l'organisme. Et en positif, ceux qui vont acidifier l'organisme. Et 0, c'est les neutres. Autour de 0, c'est les neutres. On considère que jusqu'à 4, entre 1, 0, quelque chose en positif et 4, c'est un petit peu acidifiant. Entre 4 et 8 modérément, au-delà de 8, ça devient fortement acidifiant. Alors, on va simplifier les choses. On ne va pas s'arrêter à ce tableau qui est complexe. On va voir les aliments acidifiants. Et je vous les ai classés un petit peu par ordre. Les plus acidifiants, ce sont les produits laitiers avec notamment les fromages à pâte dure. Je crois que le parmesan a le pompon et tête de liste dans les plus acidifiants. Je rappelle que c'est pour 100 grammes d'aliments. Ensuite, vous avez dans la gamme des protéines animales, les viandes, les poissons, les œufs, qui sont aussi classés dans les aliments acidifiants. Vous avez les céréales, toutes les céréales sous toutes les formes. Vous avez les légumineuses qui le sont beaucoup moins que le reste, hein, mais qui le sont un petit peu. Et puis, bien sûr, à côté, vous avez tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire, les aliments ultra transformés. Vous avez les boissons sucrées, évidemment. Vous avez le sucre. Plus le sucre est raffiné, plus il est acidifiant. Hein, et tous les sucres sont acidifiants. Vous avez le café. Le café est un grand acidifiant. Vous avez le thé, vous avez l'alcool. Alors, j'ai envie de dire le tabac, même si ce n'est pas un aliment, mais j'y pense, donc je le dis. Voilà, donc tout ça va être acidifiant, donc à plus ou moins haute importance, mais il faut retenir que les plus acidifiants, ce sont les protéines d'origine animale et le sucre. Vous avez les aliments basifiants. En très, très, très basifiant, vous avez les épices. Je crois que le curcuma, la cannelle tiennent vraiment le haut du
du tableau sont les plus intéressants, mais je rappelle que c'est pour 100 grammes. Qui va manger 100 grammes de cannelle ou 100 grammes de curcuma, mais c'est intéressant d'en rajouter un petit peu à son alimentation au quotidien. Vous avez tout ce qui est légumes verts, toutes les feuilles vertes, tous les légumes verts sont très basifiants. Vous avez les pommes de terre qui sont basifiantes avec leur pendant la patate douce qui est encore plus intéressante au niveau de la micronutrition. Vous avez les châtaignes, vous avez les oléagineux, vous avez tous les fruits et légumes. Alors, je suis sûre qu'il y en a tout de suite qui vont bondir derrière l'écran en disant « oui, mais la tomate est acidifiante, elle est à plus quelque chose » et voilà. Alors d'abord, le problème, c'est que tous les tableaux ce n'est pas des mesures exactes. Ça dépend de ce qu'ils ont utilisé, les chercheurs, pour faire ce tableau. Alors, est-ce que c'était une tomate qui était très mûre? Est-ce que c'était une tomate bio? Parce que ça joue aussi, les pesticides acidifient aussi. Donc déjà, ça joue. En plus, il y a une question de quantité. Est-ce que vous allez… il n'est pas question de ne pas manger d'aliments acidifiants. Il est question juste de les contrebalancer dans notre assiette avec des aliments basifiants. Il ne faut pas oublier que l'alimentation doit rester un plaisir, doit rester ludique et qu'il ne faut pas commencer à se prendre la tête. Une fois qu'on sait que les protéines animales sont les plus acidifiantes, on va juste modifier les quantités dans notre assiette. Alors voilà, il y avait une petite remarque sur les aliments acides au goût, tels que le fameux citron, qui normalement, dans l'organisme, se transforme en base. Et je dis normalement, cela va dépendre du terrain de chacun, des capacités, du tempérament, pas du terrain, du tempérament, pardon, de chacun, des capacités de chacun. Des aliments acides au goût vont, selon le tempérament de la personne, plus ou moins être transformés en base, selon la quantité consommée, selon l'heure de la consommation. Certaines personnes auront besoin d'avoir le moteur chaud pour pouvoir transformer ces acides en base. Selon la température extérieure, ça marche quelquefois mieux en été qu'en hiver, et selon l'état de mûrissement du fruit. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour ces aliments-là, qui normalement doivent être transformés en base, mais plus ou moins rapidement, selon le tempérament de chacun. Donc, pour faire simple, on remarque que les acides, on a les protéines animales, les aliments basifiants, on a les végétaux, en dehors des céréales et des légumineuses. Pour faire l'équilibre acido-basique dans son assiette, il faut inverser, je dirais, l'assiette actuelle du français que l'on retrouve la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir 80% d'aliments basifiants et 20% d'aliments acidifiants. Alors, ce n'est pas le pavé de viande ou de poisson avec les pâtes ou le riz et puis de haricots qui se battent en duel, c'est l'assiette du haricot avec un petit peu de viande ou un petit peu de poisson en déco. Il suffit d'inverser les proportions. Donc, c'était le niveau 1, c'était l'apport d'acide que l'on va gérer au niveau de l'alimentation. Le niveau 2, pour gérer cela, c'est gérer les carences en vitamines et en minéraux, qui, vous l'avez compris, sont les facteurs, les cofacteurs essentiels des réactions enzymatiques en cascade de notre métabolisme. Chaque étape dépend de la précédente et prépare la suivante. La carence d'un activateur ralentit toute la chaîne et peut la bloquer avec la production de ces fameux métabolites intermédiaires toxiques. Et beaucoup d'acides dans notre organisme sont le résultat des carences en micronutrition. La micronutrition, je rappelle, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, vous trouvez tout ça dans une alimentation vivante, c'est-à-dire crue. Vous savez que la cuisson va détruire en partie les vitamines, va rendre les minéraux moins biodisponibles. Donc, une alimentation vivante, végétale, variée. Et c'est là qu'on va apporter le maximum de micronutrition. On peut penser au jus vert. Pour les personnes qui ont des extracteurs de jus, ça peut être très intéressant de rapporter cette micronutrition par l'intermédiaire des jus et notamment par les jus verts.
Niveau 3, gérer les émonctoires, le soutien des reins. Alors, je suis désolée, mon ordi n'a pas chargé les illustrations, donc je suis absolument désolée. Il y avait une image d'eau de boisson. L'eau de boisson, comme je le disais, est importante. Il faut boire pour pouvoir soutenir les reins et éliminer régulièrement. Les tisanes, on peut penser à la phytothérapie par l'usage de certaines plantes, notamment des plantes diurétiques. Et là, je vous proposais des cures. Qui dit cure dit un début et une fin. Donc, une cure de 3 semaines avec une fenêtre thérapeutique. On ne prend pas des diurétiques en continu parce que là, on va avoir l'inverse de ce que l'on recherche avec une fuite de minéraux. Alors, on va pouvoir penser à quelle plante en phytothérapie pour le soutien des reins en plante diurétique. On va pouvoir penser aux queues de cerise, aux frênes, aux feuilles de cassis, à la reine des prés. On peut penser également et surtout aux feuilles de bouleau. Le bouleau est une plante très intéressante pour l'élimination de l'acide urique. Ensuite, on a le soutien de la peau. Alors, le soutien de la peau par la phytothérapie peut se faire avec des plantes telles que les fleurs de sureau, qui sont sudorifiques, la pensée sauvage, qui est un dépuratif de la peau, mais également par des techniques telles que le sauna, le hammam, tout ce qui va faire transpirer. Le sauna, le hammam, le brossage à sec, et puis bien sûr l'exercice physique qui va permettre de transpirer et de faire travailler donc ces fameuses glandes sudoripares qui éliminent nos toxines acides. Et le soutien des poumons, on a à nouveau de l'illustration, par l'oxygénation en plein air, par le mouvement, bien sûr, le sport qui va nous faire respirer, des respirations de pleine conscience, le contact avec la nature. Et à ce propos, je voulais juste vous parler de l'anecdote de Catherine Kousmine, qui disait que quand elle avait beaucoup travaillé dans son laboratoire de recherche, elle prenait son pH urinaire et elle constatait qu'il était acide. Et donc, elle allait faire le tour du lac. Alors, elle habitait autour d'un lac, au bord d'un lac en Suisse, je ne sais plus quel lac, mais bon, peu importe. Et puis, elle écoutait les oiseaux, elle regardait les petites feuilles dans les arbres, voilà, elle respirait profondément. Donc, une marche active dans la nature. Et quand elle revenait de sa promenade, elle reprenait son pH urinaire et il était à nouveau basique. Donc, on peut vraiment gérer à ce niveau-là. Et maintenant, alors tout ça, ce sont des choses que l'on peut mettre soi-même en pratique. Maintenant, quand le pH est régulièrement en dessous de 6,5, d'abord, toutes ces choses, il faut les mettre en place. Aller se promener dans la nature, faire du sport, travailler sur ses émotions, parce que normalement, ça devait se balader aussi quelque part ici, ou ça viendra peut-être après. Donc, travailler sur son alimentation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas d'alimentation du jour au lendemain. Il faut vraiment se réapproprier ces bases-là. Donc, ça met du temps. Donc, il peut être tout à fait intéressant d'avoir des compléments alimentaires qui vont aider à gérer cette acidose. On peut penser au lithotam qui devait apparaître sur cette photo que j'avais mis après et qui apparemment n'a pas été pris. Le lithotam, c'est une algue qui, quand elle est desséchée, est blanche. Une algue rouge, quand elle est desséchée, elle devient blanche, tellement elle est riche en calcium et en magnésium. Et donc, vous la trouvez sous forme de complément alimentaire. On peut penser à l'eau de mer. La vague représente l'eau de mer par l'intermédiaire du plasma marin. Le plasma marin est très intéressant, effectivement, pour l'apport de minéraux basifiants. Vous avez les bicarbonates, les carbonates, les citrates que vous trouvez en pharmacie. Attention toujours à la qualité, à la biodisponibilité. Vous avez le bicarbonate de soude qui peut également être utilisé. Vous avez toute la gamme du docteur Genshura qui est basée sur l'équilibre acido-basique et qui propose des tas de produits différents pour rebasifier l'organisme. Le magnésium est aussi important
pour des cures de magnésium peuvent être importantes parce qu'elles vont gérer le stress. Donc, ce sont là des choses importantes. En phytothérapie, on pourra penser à plusieurs plantes. En premier, j'avais pensé à la spiruline. La spiruline qui est alcalinisante par la présence de chlorophylle. Et vous savez qu'au cœur de la molécule de chlorophylle, vous trouvez le fameux magnésium. Donc la spiruline est très intéressante également par sa richesse en protéines, parce que pour fixer les minéraux dans l'organisme, il faut aussi des protéines. Les protéines forment comme une trame. On dirait que c'est un petit peu l'image, c'est les protéines, c'est le filet du pêcheur, et les minéraux, ce sont les poissons qui viennent se prendre dans le filet. Hein, d'où l'importance aussi d'apporter suffisamment de protéines à notre organisme. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui, changeant leur alimentation, vont diminuer les protéines d'origine animale, mais qui ne savent pas trop comment gérer leur alimentation au niveau végétal et qui n'ont pas forcément le thérapeute approprié sous la main. Donc, la spiruline peut être très intéressante, donc par son côté alcalinisant, son apport en protéines. J'ai pensé à la luzerne parce que la luzerne est connue depuis longtemps pour sa richesse en minéraux, en protéines, en fibres et donc forcément en chlorophylle et va donc aussi avoir une action alcalinisante très intéressante. J'avais rajouté après le pollen. Le pollen aussi est très alcalinisant. Alors, on le retrouve en partie dans le mélange du docteur Genshura. Le pollen, les cures de pollen sont très intéressantes. Et puis surtout, l'ortie. Alors, j'avais pas encore sur cette diapo, elle n'a pas enregistré dans le titre l'ortie. L'ortie est très intéressante puisqu'elle est également riche en minéraux, en protéines, en fibres et en chlorophylle. Vous pouvez penser à la rajouter dans vos jus verts. C'est quelque chose qui est très intéressant. La gestion des émotions. Pour gérer le stress et la fatigue, eh bien, la méditation a été reconnue comme étant basifiante sur l'organisme. Et puis, pour tout ce qui est stress et fatigue, je vous renvoie aux webinaires qui ont été faits pour Soria sur le stress, sur le sommeil, où vous retrouverez toutes ces aides possibles. Voilà pour… alors, j'ai certainement encore oublié des conseils parce qu'il y en a énormément. Un qui est important aussi, c'est d'avoir un taux suffisant de vitamine D qui est indispensable à la fixation du calcium. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que le traitement peut s'étendre sur des mois. Il ne faut pas espérer d'un claquement de doigts remonter son pH pour l'avoir neutre si on est à 5,8, 5,5, comme j'ai déjà souvent trouvé chez des clients ou chez des auditeurs. C'est très fréquent dans notre vie actuelle de trouver des personnes à 6, 5,8, 5,5. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut varier les compléments. Je pense qu'il ne faut pas prendre un complément sur le long terme. Il est intéressant de varier les apports de base minérale pour soutenir cet organisme et cela peut mettre plusieurs mois jusqu'à ce qu'on obtienne un pH satisfaisant. Donc, vous voyez vraiment que c'est multifactoriel et qu'il faut travailler à différents niveaux. C'est pour ça que je vous conseille vraiment l'aide d'un thérapeute qui pourra travailler sur les différents piliers de la naturopathie. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question et maintenant, on va s'attarder sur ce que nous propose le laboratoire Soria. Alors, je crois que je ne vais plus le présenter, le laboratoire Soria. Hein, si Françoise voulait le présenter, on sait que on a des produits de très haute qualité avec des techniques de laboratoire qui font que les extraits fluides récupèrent 97%, si mes souvenirs sont bons, de principes actifs des plantes, avec des plantes qui ont été contrôlées tant sur qui sont cultivées en bio ou qui sont récoltées dans des milieux plutôt protégés de la pollution
de ce monde. Voilà. Donc, je ne sais pas si Françoise voulait rajouter quelque chose ou pas sur la présentation du laboratoire, mais je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, comme l'heure tourne, on va peut-être passer à nos produits. Donc, au niveau du foie, eh bien, vous savez que le foie en médecine chinoise est le général des armées, que c'est le premier émonctoire auquel il faut penser. J'avais bien sûr parlé, et on va parler après, du rein. Je vous ai parlé du poumon, de la peau comme étant les émonctoires des acides, mais il est évident que la première des choses à faire, c'est de soutenir le foie. De toute façon, toujours, quoi qu'il soit, il faut toujours soutenir le foie. Alors, on va trouver le desmodium en extrait fluide chez Soria, qui va donc vraiment être un hépatoprotecteur et permettre une régénération du foie. Donc, c'est 3 millilitres par jour à prendre le soir au coucher. Je rappelle que le foie travaille essentiellement la nuit dans son rôle d'usine de détox et que c'est à ce moment-là qu'il faut le soutenir. Pour le soutien et la détox du foie plus complète ou plus générale, si on peut dire ça comme ça, on a le nouveau Cirasil, où on retrouve le radis noir, l'artichaut et le chardon-marie, comme dans l'ancienne formule, mais cette fois-ci, on retrouve également du desmodium pour son aspect régénérant. Donc, pareil, comme il s'agit du soutien du foie, sur 15 jours, le petit flacon, on va le prendre le soir au coucher avec un petit peu d'eau pour faire la cure de nettoyage et de soutien du foie. Et une fois que le foie est en forme, on peut passer au soutien des émonctoires et notamment pour le drainage rénal, on pensera au pissenlit. Alors le pissenlit, Alors le pissenlit est intéressant aussi au niveau du foie. Donc on a aussi là quelque chose qui joue sur 2 tableaux. Si on a un foie qui n'est pas trop encrassé, qui n'est pas trop fatigué, on pourra peut-être se contenter du pissenlit qui va agir à la fois sur le foie et sur le rein. C'est un draineur universel et il agit également au niveau de la peau. Donc, on a là quelque chose de complet, de très intéressant. Extrait fluide à prendre 1 millilitre 3 fois par jour. Autre produit très intéressant, on a le bouleau. Alors, on a le bouleau, effectivement, qui est également un draineur universel comme le pissenlit, qui va agir à la fois sur la peau, sur le foie et sur le rein. Alors, le bouleau, c'est la grande plante d'élimination de l'acide urique. Donc, on va y penser pour tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est crise de goutte, avec l'aubier de tilleul aussi, qui est très intéressant dans les crises de goutte. Donc, drainage rénal avec le bouleau, toujours l'extrait fluide à prendre 1 millilitre 3 fois par jour avec un petit peu d'eau. On a ensuite toujours un drainage plus complexe, puisqu'on retrouve cette fois-ci de l'artichaut, du pissenlit, de la mélisse, de la camomille romaine. Donc, on a un drainage hépato-rénal qui va agir effectivement à la fois sur le foie et sur les reins. Donc, après, le choix se fait vraiment en fonction des symptômes ou des pathologies de la personne concernée. Mais là, on voit qu'on a vraiment un éventail très large de produits. Autre produit très intéressant, la luzerne, des gélules d'extrait de luzerne. Alors, la luzerne, je vous l'ai dit avant, c'est une grande plante alcaline reminéralisante. Donc, par exemple, pour les femmes en ménopause et avec éventuellement de l'ostéoporose, on pourra s'orienter vers un complément en luzerne, puisqu'on va avoir des protéines, des fibres, des minéraux et notamment du calcium. Donc, c'est une excellente façon de se reminéraliser. Je l'ai également déjà utilisé et enfin, je l'ai conseillé en cas de fracture également.
Et je trouvais que ça me semblait intéressant de pouvoir l'utiliser pour une meilleure cicatrisation en complément avec d'autres produits. On a ensuite la spiruline. La spiruline, donc, l'intérêt de la spiruline, je vous l'ai dit, c'est qu'elle est alcalinisante par la présence de sa chlorophylle, mais qu'elle contient également des protéines, elle contient également des vitamines. Donc, elle est vraiment intéressante pour rebooster également l'organisme. Donc, s'il y a fatigue liée à l'acidose, la spiruline, en plus et redonner de l'énergie, entretenir le tonus et la vitalité. La spiruline chez Soria à ce point très important qu'elle a été vérifiée au niveau de la teneur en métaux lourds, puisque c'est aussi le rôle de ces algues de récupérer les métaux lourds, et on a quelque chose qui est d'une qualité irréprochable. Et ça, c'est important parce que de la spiruline, vous ne savez pas la plupart du temps comment elle est produite, quels sont les intrants que le producteur va utiliser pour nourrir sa spiruline. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de qualité. Et la spiruline, c'est une vaste jungle, j'ai presque envie de dire, les compléments alimentaires de spiruline. Et on va terminer avec le plasma marin que Soria propose également. C'est la marque Eau de Vie, qui est un plasma marin qui est récolté dans le respect des règles du protocole de René Quinton. Elle est récoltée dans un vortex, donc un endroit où il y a moins de pollution au niveau de l'eau de mer, au niveau à 20 ou 30 mètres de profondeur, et elle est transportée dans des tuyaux neutres par rapport au contact de l'eau, et elle est stérilisée à froid, passage à travers des filtres, je crois de 0,2 microns, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis plus sûre du chiffre. En tout cas, vraiment à travers des filtres très, très fins pour être stérilisée à froid. C'est vraiment une eau de qualité que vous pouvez utiliser en hypertonique ou en isotonique à ce moment-là, en la diluant, puisqu'elle est vendue en hypertonique. Vous la diluez pour obtenir une solution isotonique. Et c'est à vous de voir la dilution qu'il faut faire. Alors, l'isotonique est recommandé pour tout le monde, y compris les femmes enceintes, y compris les enfants. Tout le monde peut utiliser de l'isotonique. Par contre, pour l'hypertonique, il y a des contre-indications, notamment les personnes qui font de l'hypertension. On va éviter chez les enfants, on va éviter chez les femmes enceintes. Voilà. Et l'eau de mer, nous venons de la mer. Et l'eau de mer contient tous les minéraux et oligo-éléments dont nous avons besoin. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je travaille beaucoup en conseil avec le plasma marin parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on est fatigué, pour soutenir un organisme en acidose, pour les personnes qui font du sport à haut niveau. L'eau de mer est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Bon, je reviens là-dessus. J'avais terminé avec une image de fruits et de légumes qui a également n'a pas été enregistrée. Je suis désolée. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'acidose. Ce que je voudrais vraiment que tout le monde comprenne, c'est qu'on est là à la racine, à la cause de nos symptômes, et que c'est bien de travailler sur les symptômes. Bien sûr, il est important de travailler dessus et de les soutenir par la phytothérapie, entre autres, par tous les moyens, par l'alimentation, par la gestion des émotions, mais qu'il faut revenir à la base et que de toute façon, par exemple, je donne un exemple, vous travaillez sur une bronchite, vous allez soutenir la personne effectivement, mais la soutenir sans voir
la cause, sans chercher la cause, vous ouvrez la porte aux récidives ou aux transferts morbides, hein, ou aux aggravations. Donc, il faut vraiment comprendre que le terrain acide est la cause, pardon. Ce webinaire m'a beaucoup perturbé, ce diaporama incomplet m'a beaucoup perturbé, excusez-moi. Ce terrain acide est la cause de beaucoup de nos maux, de nombreux de nos maux, et qu'il faut vraiment commencer le travail par là si l'on veut regagner la santé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce terrain acide. Françoise, je te laisse la parole si tu as à compléter par rapport au Conseil Soria. C'est extrêmement complet ce que tu viens de présenter, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que cet équilibre acide-basique mérite vraiment d'être étudié pour un certain nombre de personnes qui souffrent vraiment de manière récurrente d'inflammation. Mais l'inconvénient, c'est que redresser le terrain acide, et tu l'as précisé, c'est très long, ça peut prendre des mois. Mais par contre, l'alimentation en est vraiment la base. Les compléments, que ce soit la phyto ou d'autres compléments en micronutrition, sont indispensables. Mais il faut vraiment commencer par l'alimentation. Si la personne ne s'attaque pas à modifier son régime alimentaire, il y a peu de chances que ça puisse fonctionner. Alors, je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Soit c'est que tu as été très, très complète. Je pense que c'est ça. Je voulais juste redire que, bien sûr, Anne-Dominique et moi-même, on est à votre disposition pour répondre à d'autres questions par la suite. Il suffit de m'envoyer un mail sur info@soriavi.fr pour que nous puissions y répondre. Mais redresser son terrain acide, ça fonctionne, on peut le faire, mais il y a cette volonté de vouloir changer des choses dans son alimentation, dans son hygiène de vie, et tu l'as bien précisé, hein, c'est les excès de sport ou le stress, ils sont pour beaucoup. Je ne connaissais pas l'anecdote, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi réactif quand on va se promener dans la nature avec le chant des oiseaux et le lac. Maintenant, je visualise bien l'image. Et donc, profitez bien de la nature si elle vous entoure. C'est vraiment le meilleur moyen de se faire plaisir, et en plus d'améliorer la santé de son organisme. Voilà, mais écoutez, merci Anne-Dominique pour cette belle présentation, et je vous souhaite une bonne soirée, et on est à votre disposition pour toute autre question, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Voilà, à très bientôt, bonne soirée, au revoir. Merci à vous, bonne soirée.